En manchette ce soir, fusion scolaire, qu'est-ce qu'un bon pneu d'hiver et comment se porte le communautaire? Bonsoir, mon nom est Josiane Hardy, bienvenue à cette édition d'Infomac du mardi 16 décembre. La Commission scolaire au cœur des Vallées, la CSCV, a pris position dans le dossier du remaniement des commissions scolaires, alors que les présidents des commissions scolaires du portage de l'Outaouais, des Draveurs et des Hauts-Bois prônent la création de 2 instances scolaires. La CSCV propose, quant à elle, la création d'une entité pour toute l'Outaouais. C'est donc la réponse formelle qui sera remise au ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, M. Yves Bolduc. Dans une résolution adoptée lundi soir, les commissaires soulignaient que le meilleur scénario serait de conserver le modèle actuel, mais comme le tout n'est pas possible, la création d'une seule commission scolaire s'avère la meilleure avenue, mais surtout la meilleure solution pour répondre aux besoins des élèves. Nous aurons les réactions du président de la CSCV, M. Jocelyn Fréchette, au bulletin d'Infomac de ce jeudi. Depuis le 15 décembre, les pneus d'hiver sont obligatoires sur tous les véhicules, voitures ou camions. Saviez-vous que vous pourriez avoir une contravention si vous n'êtes pas conforme? Plusieurs personnes ont attendu à la dernière minute pour faire la pose des pneus, ce qui a occasionné des garages très achalandés. Plusieurs d'entre vous aviez déjà vos pneus en entreposage avant la saison froide, mais sont-ils encore en bon état pour bien s'acclimater à votre conduite lors de tempêtes hivernales ou d'accumulation? M. Jérôme Roy est propriétaire du garage d'entretien mécanique Jérôme Roy, situé à Masson-Angers. Je lui ai demandé comment fait-on la distinction entre un bon pneu pour l'hiver et un pneu qui pourrait s'avérer dangereux. Voici les explications. Oui, la qualité du pneu, l'épaisseur des coches du pneu, savoir l'usure du pneu, comment est-ce qu'il est usé quand on achète des pneus usagés ou pas. C'est vraiment important d'avoir un bon pneu qui va pouvoir adhérer à la glace ou à la neige. Tout dépend de quelles conditions qu'on est qui est différent. Un bon pneu où ce qui va avoir il va paraître bon, mais il est déjà usé plus que le 3/4 de sa surface. N'évacuera pas l'eau quand on va faire des arrêts à un stop ou une lumière parce qu'il ne vient pas à bout d'évacuer l'eau entre la glace et le pneu. Puis c'est ça qui fait qu'un pneu va glisser à un stop là, ou à une lumière. Là. Fait que c'est très important d'avoir assez épais de coche puis d'avoir un pneu en bonne qualité aussi. Avec les temps qui peuvent être un peu plus difficiles sur le portefeuille, avec tous les cadeaux du temps des fêtes et le prix initial des pneus neufs, les gens sont souvent tentés d'acheter ce qu'ils ont besoin via les sites de vente sur Internet. Saviez-vous qu'un pneu neuf peut avoir entre 3 et 4 hivers d'utilité? Malheureusement, plusieurs personnes ne savent pas exactement quoi vérifier afin de s'assurer que les pneus usagés qu'ils comptent se procurer sont en bon état et ainsi se retrouvent avec des pneus qui ne conviennent pas sur le véhicule ou encore pire, avec des pneus qui pourraient être dangereux. M. Roy nous explique quoi vérifier avant de faire un achat de pneus usagés. Il faut savoir comment reconnaître un bon pneu, il faut savoir l'évaluer, puis il faut savoir que le pneu, c'est 4 pneus pareils. Il peut avoir les coches de la même manière, mais c'est vraiment pas des pneus, la même carcasse, la même adhérence de pneus. Fait que c'est extrêmement dangereux. On est mieux de rouler avec des pneus d'été au lieu de rouler avec ces pneus-là. Moi, j'en installe pas. Si les clients arrivent avec des pneus comme ça, je les installe pas, je les explique le pourquoi je les installe pas, puis c'est trop dangereux. Je ne mettrai pas la vie de mes clients en danger avec des pneus comme ça. J'aime autant pas les installer. On vous parlait des compteurs intelligents lors du dernier bulletin avec la matinée conférence du Centre Action Génération des aînés. Avec la saison froide, la facture d'électricité a tendance à faire un bond en augmentant. Plusieurs petites actions que vous pouvez poser sont possibles afin de limiter l'augmentation de votre facture d'électricité. J'ai profité de la venue de Mme Anne-Marie Prudhomme, communicatrice scientifique pour Hydro-Québec, afin d'avoir quelques trucs et astuces pour tenter d'économiser quelque peu l'énergie pour les mois froids d'hiver. Bon, bien, si vous chauffez à l'électricité, la première chose à faire, ce serait de vous doter de thermostats électroniques qui vous permettraient justement de moduler la température en fonction de vos activités dans la maison. Donc, si vous vous absentez de la maison pendant la journée, bien, le jour, vous pouvez baisser la température. Puis quand vous revenez le soir, le thermostat, s'il est bien programmé, il va être juste à la bonne température quand vous allez revenir. Puis quand vous allez vous coucher, bien, la même chose, vous rebaissez la température. Ça, c'est vraiment ça qui va faire un impact majeur sur votre facture d'électricité, une réduction si vous ne chauffez pas inutilement quand vous n'êtes pas là. L'autre chose aussi à faire, c'est de profiter des éléments naturels. Donc, le jour, ouvrez vos rideaux, ouvrez vos stores pour laisser rentrer la lumière. Puis s'il fait soleil, en plus, vous allez profiter de la chaleur du soleil.
Et le soir, au contraire, fermez-les pour conserver votre chaleur à l'intérieur. C'est sûr que ça fait un appel sur le réseau le matin quand tous les thermostats repartent, mais il faut voir que maintenant, il y a plusieurs de ces thermostats-là électroniques qui sont intelligents. Donc, si on dit au thermostat, bien moi, à 7 heures le matin, je voudrais que la température soit à 21, il ne commencera pas juste à 7 heures à chauffer à 21. Il va commencer avant, probablement quelque part entre 6 heures et 7 heures, et graduellement, doucement, il va ramener la température de la pièce à 21. Donc, ça se fait quand même graduellement. Donc, ce n'est pas une demande là, comme un gros boom. Il y a moyen d'utiliser les thermostats électroniques de façon à minimiser l'impact sur la demande supplémentaire. Le conseiller du secteur de Masson-Angers, Marc Carrière, a octroyé, via son budget discrétionnaire, un montant de 5 000 $ pour l'aménagement de la cour de l'école du Sacré-Cœur. Dernière étape du processus, le conseiller était très heureux de pouvoir contribuer à ce projet pour les tout-petits. Comme le mentionne le conseiller, c'est dans le programme du conseil municipal de se rapprocher du monde scolaire. Étant un ancien commissaire scolaire et comme l'école avait fait la demande à la Ville, M. Carrière était très heureux de cette contribution. Je vous rappelle que le conseiller avait également donné un coup de pouce pour l'aménagement de la cour de récréation pour l'école du Ruisseau, qui se trouve également dans son secteur. On peut écouter les commentaires de M. Carrière tout juste après le conseil municipal lorsque la demande de subvention a été approuvée. C'est l'aménagement du parc de la maternelle. C'est un projet qui m'avait été présenté il y a un bon bout. Ça a tardé. Maintenant, on arrive à l'accomplissement. Il y a beaucoup de travaux qui avaient été faits. Là. Dans le fond, là, c'est ça. Ça a tardé. Là. On arrive à terme dans le projet comme tel. C'est une des phases, la dernière phase qui restait à faire du projet comme tel. Il y avait déjà eu d'investissement de la part de la Ville dans le projet. C'est ça. C'est l'aboutissement du projet comme tel. Là. Ficelé. En même temps, dans le programme du conseil, on dit aussi de se rapprocher du monde scolaire, donc c'est important. On a sensiblement la même clientèle, on a sensiblement les mêmes gens à desservir, donc pour moi c'est important. La cour d'école, oui, c'est une chose, mais en même temps, ça devient des parcs pour les gens qui habitent à proximité des écoles, donc c'est une pierre deux coups, c'est fantastique. Le monde communautaire prend énormément de place dans la société, autant pour les petits que pour les grands. Mais comment vont nos organismes? Je me suis entretenue avec Mme Sylvie Filiou, directrice générale du CDC Rond-Point. On est avec Mme Sylvie Filiou, directrice générale du CDC Rond-Point. Bonsoir. Bonsoir, Josiane. Tout d'abord, pour ceux qui ne connaîtraient pas, qu'est-ce que la CDC Rond-Point? Bon, la CDC Rond-Point, c'est la Corporation de développement communautaire, Rond-Point par son nom. Il y en a 58 à travers le Québec. On est représenté, on a une table nationale, donc la table nationale des CDC, et on a des axes de développement, dont 10 axes de développement qui sont les mêmes pour toutes les CDC à travers le Québec. Vous l'avez mentionné, dans votre nom, il y a le mot communautaire. Ici, pour Buckingham-Basse-Lièvre, on a quand même une belle panoplie d'organismes communautaires allant des jeunes pour les aînés. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, en fait, le regroupement des CDC, c'est ce qu'il y a de particulier parce que c'est un regroupement multisectoriel d'organismes communautaires. Ce qui fait en sorte que la CDC, ses membres, c'est autant des organismes qui sont financés au niveau du ministère de la Famille, au niveau du ministère de l'Emploi, de la Culture, Santé, Services sociaux. Donc, oui, ici, dans l'Outaouais, et particulièrement dans notre comté, en fait, Vallée de la Lièvre et Petite-Nation, on a des services pour les jeunes, pour les familles, pour l'emploi, écoute, on couvre vraiment les besoins essentiels des gens de notre communauté par les services des organismes communautaires. L'importance du communautaire, quelle est-elle? Écoutez, on s'interroge toujours, qu'est-ce que font les organismes communautaires? C'est hyper important. Les organismes communautaires, là, c'est la base, hein, c'est les gens, ça vient de la base, c'est les gens qui ont décidé à un moment donné, là, je ne ferai pas l'historique du communautaire, mais en fait, qui décident, bien écoute, nous, on a besoin peut-être d'un coup de main au niveau, je ne sais pas, des compétences parentales, en tout cas, bon, on s'est assis autour de ces enjeux-là, puis on a décidé, bon, les maisons de la famille sont mis en place. Les jeunes, on s'occupe de nos jeunes. Bon, il y a l'école, mais après l'école, il y a toute la notion
de vie des jeunes à l'extérieur de l'école. Donc, on rentre en compte les maisons de jeunes, etc., etc. Donc, ça vient de la base, ça vient des besoins fondamentaux des gens de notre population, les gens qui ont faim, les gens qui ont besoin d'un emploi, etc., etc. Donc, il est là l'importance du communautaire. Ce qui est plus difficile dans le communautaire, oui, il est important, mais ce qui est difficile beaucoup dans le communautaire, c'est qu'on arrive difficilement, disons, à mesurer les impacts. Hein? C'est facile de mesurer les impacts économiques quand on a une entreprise d'économie. Exemple, on a des revenus, on a des dépenses, on fait des profits, mais les organismes communautaires, c'est pas... ce qu'on fait, c'est qu'on fait du changement social, de la transformation sociale. Donc, c'est plus difficile à mesurer et donc, on dit, bon, oui, c'est important, mais comment c'est important? Bien, c'est important dans le sens de la transformation sociale pour une personne dans sa communauté. J'aurais dû commencer avec cette question-là. Comment va le communautaire? Bien, écoutez, le communautaire, en cette période, on peut dire difficile là, pour tout le Québec, en fait, avec les mesures du gouvernement. Le communautaire va bien, dans le sens où va pas plus mal, il ira pas, peut-être j'espère mieux encore, mais le communautaire, ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on demande des rehaussements de notre financement, ça fait longtemps qu'on demande notre juste part pour mieux desservir. Oui, pour répondre à notre mission qui est les besoins de base d'une communauté, en fait. Est-ce que, justement, dans cette période que plusieurs qualifient d'austérité, est-ce que vous avez été coupé du côté du communautaire? Bien, bon, pas encore. Je dirais pas encore, mais en fait... Croiser nos doigts. Oui, il faut croiser les doigts. En fait, l'ancien gouvernement, sous le gouvernement du Parti québécois, en fait, avait promis, en fait, des rehaussements pour les organismes communautaires. Et le nouveau gouvernement n'a pas engendré ce rehaussement-là. Donc, c'est certain qu'on attend ça encore. On va peut-être attendre longtemps. Mais présentement, on n'a pas de coupure comme on voit dans les CLD, comme on voit dans les CREO, tout ça. Mais on a des dommages. Les organismes communautaires ont subi les dommages collatéraux de toute cette manifestation de coupure du gouvernement. Quand on pense à la CREO, qui est une instance régionale de développement, de concertation, de partenariat, c'est plusieurs organismes communautaires là, qui ont déposé des projets pour la CREO, là, pour des développements sur le territoire. Ça veut dire que, bon, plus d'instances territoriales, OK, les organismes, ils font quoi? Pour des projets dans leur milieu. Les CLD, la même chose. Toutes les entreprises d'économie sociale, ils sont... en tout cas, c'est des impacts qui sont excessivement importants pour la survie, en fait, des organismes communautaires. Il y a plusieurs problèmes qui posent un casse-tête, si je peux dire, mais qu'est-ce qui fait en sorte que vous vous levez le matin et vous continuez? Qu'est-ce qui fait en sorte, selon vous, que tous ceux qui œuvrent dans le milieu du communautaire continuent de se lever le matin pour aller donner un coup de main? Quand on choisit de venir travailler au communautaire, on choisit un mode de vie. On croit que notre mission est importante, puis on travaille avec des gens. Donc, et c'est ça, je pense, qui fait en sorte. On ne veut pas prendre la communauté en grippe. Donc, on essaie de continuer quand même avec ce qu'on a pour travailler. On est habitué de travailler avec le financement que nous avons. C'est certain qu'on revendique un rehaussement de financement, j'imagine et j'espère et je le souhaite grandement que le gouvernement va réaliser à quel point les organismes communautaires ont un impact économique et un impact social important dans nos communautés. Moi, je crois à ça et moi, je crois qu'il faut justement, il y a des enjeux dans le communautaire. Il faut pas se redéfinir, mais en fait, il faut s'assurer que la mission qu'on donne, elle est bien comprise du gouvernement. Il faut appuyer avec des recherches, des faits. Et je sais que dernièrement, en fait, pas plus tard que ce matin, il y a eu une étude de la SAQE qui ont ont donné un document, ont sorti un document, en fait, sur les impacts économiques de l'action communautaire. Alors, c'est des faits, là, qui sont concrets. Donc, si le communautaire n'était pas là, le bénévolat... Puis le communautaire, c'est pas du bénévolat non plus, hein? C'est des gens qui travaillent, qui gèrent des gros budgets, qui ont des ressources humaines, qui donnent des emplois aux gens. Donc, c'est tout... C'est un emploi, un secteur d'emploi très important. En ces temps des fêtes, la dernière question, un souhait, justement, pour les organismes communautaires?
Bien, écoutez, soyons solidaires, continuons. Je pense que c'est par les petits pas, continuons à se parler, continuons à communiquer, et de s'asseoir et de revendiquer ce qu'on a besoin pour continuer notre mission. Parfait, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bonjour, ici Karine Lauzon, directrice générale du regroupement des gens d'affaires de la Basse-Lièvre. Aujourd'hui, on vient visiter Signature 360 et M. François Simard, propriétaire. Monsieur Simard, pourriez-vous nous décrire qu'est-ce que Signature 360? Signature 360, c'est tout d'abord une entreprise où on offre de la broderie, de l'impression sur vêtements. Tout est fait ici sur place. Donc, on offre la chance aux gens de faire broder ou imprimer sur des vêtements. Nos quantités sont très minimes. Pour les minimums, on est à 1. Notre délai de livraison est très court, de 2 à 3 semaines. Donc, les gens peuvent venir ici faire broder des choses en petite quantité. Ils vont les avoir rapidement. On fait des échantillons à l'avance pour que les gens puissent approuver ces échantillons-là. Donc, les gens ne sont pas surpris quand ils reçoivent la commande finale. Ils ont vu la broderie ou l'impression à l'avance. Ils ont eu la chance d'essayer les vêtements, de les toucher, de les voir dans notre salle de montre. Donc, ça leur permet de suivre la commande tout au long de la production. Et vraiment, les produits, services, l'offre que vous avez est admissible pour la clientèle en général ou les entreprises? On essaye de s'occuper des deux. On a commencé avec un minimum de 1 pour permettre aux plus petites entreprises de venir faire affaire ici puis d'avoir la chance d'avoir accès aux services de broderie et d'impression. La plupart du temps, les minimums étant très élevés, 12, 24, 48. Quand il y a 2 personnes dans une compagnie, automatiquement, c'est éliminé de leur choix. Tandis qu'avec un minimum de 1, ça les permet de venir ici, faire 1, 2 casquettes, 3 chandails, et puis ils peuvent quand même être représentés selon l'effigie de leur compagnie. Et pour un particulier qui passe devant, est-ce qu'ils peuvent arrêter et venir se faire des chandails ou encore casquettes à l'effigie ou offrir un cadeau assez drôle? Oui, ce qu'on fait souvent, c'est que les gens arrêtent, ils ont une idée en tête, la plupart du temps, c'est préconçu. S'ils n'ont pas de logo, on peut offrir des services pour dessiner les logos pour eux. On va prendre un rendez-vous à ce moment-là, puis on va prendre le temps qu'il faut pour développer le logo ou le dessin qu'eux aimeraient. S'ils en ont déjà un, on va prendre celui-là. On va l'imprimer sur les vêtements de leur choix. Ils choisissent ici en magasin, dans les catalogues quand on ne l'a pas en magasin. Et puis, nous, on va produire ça dans les délais qu'eux nous accordent. Puis à ce moment-là, ben, ils vont pouvoir avoir ce qu'ils ont pensé plutôt que ce qu'on leur a imposé. Puis en même temps, vous avez aussi une offre que je lisais entre autres sur le site Internet, une offre au niveau des organismes ou encore des clubs de hockey ou des clubs de loisirs au niveau des campagnes de financement. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup d'équipes de la région qui faisaient des levées de fonds. Et puis, pour essayer d'un peu amalgamer ça avec l'offre de nos services, on a développé des objets sur lesquels ces organismes-là peuvent apposer leur logo et puis les vendre. Donc, on s'éloigne des traditionnelles barres de chocolat. On s'en va plus vers des lipsils de différentes saveurs, différentes couleurs avec le logo de l'équipe de hockey. On a aussi des chandelles, on a de la crème, on a des choses comme ça qu'on peut produire avec l'effigie de l'équipe ou de la cause en question, le cancer du sang entre autres. Et puis ça permet aux gens de lever des fonds avec des produits ou des objets qui sont différents de ce que les gens sont habitués. Pourquoi vous vous êtes installé Signature 360 sur la 148 à Masson? Bien, ce qui est arrivé, c'est qu'on travaillait dans notre garage au début et puis on a développé, puis ça a grossi. Puis vu qu'on ne reste pas tellement loin, on a commencé à regarder dans la région où on pouvait s'installer. On a vu ce local ici, 106 chemin de Montréal, qui était libre. Puis on a décidé de voir la grandeur, la capacité. C'est certain que l'emplacement avec le stationnement, l'achalandage de la 148, qui est un peu moins présent vu la 50, mais quand même,
a décidé de s'établir ici. Le conseil d'administration du regroupement des gens d'affaires de la Basse-Lièvre et moi-même vous remercie d'avoir été des nôtres dans cette première édition de Chronique économique. On en profite pour vous souhaiter de joyeuses fêtes, une belle année 2015. Merci, c'était Karine Lauzon pour les Chroniques économiques. Rendu culturel avec Jessie. Jessie, bonsoir. Bonsoir. On va commencer au Café des artistes. Oui, Christine Goy qui expose présentement des faux vitrails. Madame Goy est une maman à la maison qui trouvait ça un peu difficile à une certaine époque. Elle aime beaucoup ses enfants, mais parfois, être à la maison, c'est pas tout le temps... C'est pas tout le temps reposant, on a besoin de loisirs. Madame Goy était une femme qui adore les arts depuis qu'elle était tout jeune. Dès l'âge de 10 ans, elle a dit à sa mère qu'elle voulait devenir une artiste. Ce qu'elle fait maintenant, finalement, ses œuvres sont très colorées. C'est une femme très chaleureuse aussi. On voit beaucoup d'émotions dans ses œuvres. Les œuvres qui sont présentées au Café des artistes tout le mois de décembre. Si on veut avoir les dates et tout, les heures, on peut aller sur le site internet www.cdadelièvre.com. Et puis, en fait, elle a voyagé beaucoup, Mme Goy, avant de s'établir ici. Et puis, c'est grâce à un atelier du Centre actuel qu'elle a découvert la passion pour les faux vitrails. Et c'est grâce à ça qu'elle est aujourd'hui exposée au Café des artistes de la Lièvre. Une belle histoire. Et là, on s'en va à l'harmonie de l'école secondaire. Oui, l'harmonie Contretemps et l'ensemble Contretemps Jazz de l'école secondaire Armdas-Gamelin a présenté son spectacle à la salle Desjardins la semaine dernière. C'est un contexte assez particulier. En fait, c'est dessert et concert. Parce que les jeunes, en plus de présenter une quarantaine de musiciens, en fait, qui ont présenté des classiques de Noël, là, Félix Navidad, du Tchaïkovski aussi, les ballets. Et bien, ils ont préparé des bouchées pour l'entracte. Donc, en plus, les parents pouvaient non seulement entendre les enfants à l'œuvre, mais en plus déguster quelques petites bouchées du temps des fêtes qu'ils ont concoctées. Et il y a aussi la prestation de deux artistes, dont Jessica Levasseur-Tech et Rose Marois-Brunet. C'est une expérience qui tentait là, 2 chants pendant le spectacle. C'est donc bien mignon, très bonne idée. Alexandre Barrette est venu nous voir. Oui, vendredi soir. En fait, c'était son dernier numéro de son premier spectacle, de son premier one-man show, qui est Alexandre Barrette et personne d'autre. C'est Tabocam qui a fini cette série-là. Et on connaît Alexandre Barrette, là, juste ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'animateur d'Atome Crochu, Taxi Payant. Et c'était son dernier spectacle, mais il est déjà en train de peaufiner son deuxième, là, qui devrait voir le jour quand même assez rapidement. C'est bien, il ne perd pas de temps? Non, il ne perd pas de temps, mais son travail à la télévision lui permet de se consacrer. Il est en train de le peaufiner, supposément. Là. Il veut vraiment toucher tous les détails. Excellent. Et là, on reste à la salle du Jardin. Il y a eu quelques petits problèmes au spectacle de Princesse. Oui, bien en fait, le Carrefour culturel Estacade a même préparé un communiqué de presse pour féliciter les parents, les remercier. Et les enfants surtout, parce que les enfants ont attendu 1h15 avant de pouvoir voir le spectacle, un concert magie de Noël, qui mettait en vedette 3 princesses, Réponse, Fée Clochette et Belle, ainsi que Peter Pan et Hercule. Le seul hic, c'est que la production avait oublié les costumes à Montréal. Donc, sont retournés, sont revenus. C'est pour ça l'attente. Le Carrefour culturel, par exemple, a fait preuve de beaucoup d'ingéniosité, a sorti des jeux de cartes mémoire géants, des jeux de poche géants pour amuser les enfants. Donc, les enfants ont quand même eu, finalement, une belle après-midi. Les parents ont attendu avec les enfants et le spectacle valait tout de même la peine, là. Donc, mais le Carrefour culturel aussi fait dire que si les parents veulent téléphoner, ils peuvent téléphoner au 819-986-8511, poste 3129, pour discuter de la situation s'il y a des questions ou des commentaires. Mais je suis certaine que les enfants ont quand même bien aimé voir les princesses et jouer à des jeux. Je peux te confirmer que oui. Excellent. Et là, la Chanterelle va faire son spectacle. Oui, la Chanterelle, sous la direction du chef Daniel Lafleur, présente leur concert de Noël demain à 19h30 à la paroisse Our Lady of Victory à Gatineau. Pour des détails, www.lachanterelle.qc.ca.
Et là, on reste dans le champ. Production Brie a une belle idée de cadeau de Noël pour donner pour la fête des mères, mais donner à Noël. C'est ça. Oui, on est déjà rendu au mois de mai. Mais dans le fond, c'est parce qu'on le sait, là, on est à une semaine avant Noël pratiquement et on cherche toujours des cadeaux de dernière minute. Je suis convaincue qu'il y a beaucoup de retardataires. Et Production Brie offre, pour gâter nos mamans, à la fête des mères, le 10 mai, un spectacle mettant en vedette 4 artistes, dont Marie-Denise Pelletier, Maxime Proulx, le groupe Tocadéo et la famille Flores. Ça se passe à l'église Saint-Grégoire de Nazianze. Et la Production Brie, en plus, remet 2,5 $ à la paroisse. Donc, en plus d'offrir un cadeau à notre maman ou à n'importe quelle femme ou n'importe qui, finalement, c'est une œuvre caritative aussi. C'est un petit don de charité. Et puis, il va y avoir un invité spécial aussi, probablement, mais on ne sait pas qui. Mais forte chance qu'on ait une invitée spéciale. Pour les détails, on peut aller voir productionbrie.com. Excellent, c'est noté. Belle idée de cadeau Noël. Et là, le temps des fêtes s'en vient. Les musées ont quelques petites activités. Oui, bien en fait, le musée en soi peut être une activité. On en a beaucoup en Outaouais. C'est toujours, que ce soit en famille ou en couple, ça peut être toujours intéressant d'aller visiter des musées. Donc, on a le Musée des Beaux-Arts au Canada, Musée canadien de la guerre, on a le Musée canadien de la nature et on a le Musée canadien de l'histoire aussi qui... il y a un brunch avec le Père Noël ce dimanche. Le Père Noël va être là en matinée pour déjeuner en famille, pour un brunch. Et puis, le numéro de téléphone pour réserver ou avoir des informations, c'est le 819-776-7070. Et puis, évidemment, bien, un classique, le Musée canadien des enfants qu'on retrouve au Musée canadien de l'histoire. C'est un classique que je pense que chaque enfant, et même les adultes, peuvent apprécier. Le tout ne se démode pas. Je le confirme moi-même en tant que grand enfant. Le maître du suspense. Oui, Maître du suspense, film québécois qui sort demain, qui est en salle à partir de demain. Les premières ont déjà eu lieu. En fait, ça met en vedette Michel Côté, qui est un incontournable au Québec, ainsi que Robin Aubert et Antoine Bertrand, qu'on connaît pour plusieurs de ses films, dont Louis Cyr. Et en fait, c'est un suspense psychologique, comédie. Puis le réalisateur Stéphane Lapointe, en fait, a eu l'idée de ce scénario-là en analysant les livres de Stephen King, en analysant sa carrière. Il trouvait que pour le nombre de livres écrits en tant d'années, il fallait pratiquement d'autres personnes, des écrivains fantômes qui auraient pu y écrire. Et l'histoire est basée là-dessus. En fait, c'est l'histoire de Hubert Wolff, joué par Michel Côté, qui est un écrivain connu, mais qui fait appel à quelqu'un d'autre pour écrire ses livres. Et celui-ci tombe en panne d'inspiration et fait appel à un troisième écrivain. Et là, s'enchaîne une série de péripéties et de mésaventures. Là, il y a du vaudou aussi dans l'histoire. Ils vont faire un tour en Louisiane. Très intéressant. C'est très particulier. Excellent. Merci beaucoup, Jessie. Merci. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. Je rappelle, si vous avez des suggestions, des commentaires, m'écrire à nouvelle avec s@tvc.qc.ca. Mon nom est Josiane Hardy. Je vous souhaite une très bonne soirée sur nos ondes et on se reparle jeudi le 18 décembre. Merci beaucoup.